Il est tout juste 19h heure d'Alger, vous regardez Al24 News, heureuse de vous retrouver pour l'édition de ce vendredi 21 août. Tout de suite les titres de l'actualité. À la une ce soir, Jeux méditerranéens 2026, le Premier ministre algérien Sefir Lieb reçu par le président italien Sergio Mattarella. Frappe sioniste en Syrie, 12 pays dont l'Algérie condamnent fermement l'escalade. Algérie lutte contre le trafic de drogue. La police algérienne neutralise 10 millions de psychotropes et 33 kg de cocaïne. Jeux méditerranéens 2026, direction l'Italie ce soir. Tarente donne le coup d'envoi avec une cérémonie d'ouverture spectaculaire. Bonsoir à tous. Si vous venez de nous rejoindre, on entame ce journal avec cette information. Le Premier ministre algérien Sefir Lieb participe en sa qualité de représentant du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune à la réception officielle offerte par le président de la République italienne Sergio Mattarella en présence de la présidente du Conseil des ministres italiens Giorgia Meloni en l'honneur des chefs de délégation participant aux cérémonies officielles d'ouverture de la 20e édition des Jeux méditerranéens hébergé par la ville italienne de Tarente. À cette occasion, le Premier ministre a transmis les salutations du président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune au président Sergio Mattarella ainsi qu'à la présidente du Conseil des ministres Giorgia Meloni, exprimant l'appréciation de l'Algérie pour la bonne organisation de cette édition des Jeux méditerranéens et lui souhaitant plein succès. De leur côté, le président italien et la présidente du Conseil des ministres ont exprimé leurs sincères salutations et leurs considérations au président de la République algérienne. Cette rencontre a également été l'occasion de se féliciter du niveau élevé atteint par les relations entre les deux pays dans divers domaines et d'affirmer la volonté commune des dirigeants des deux nations de poursuivre le renforcement du partenariat stratégique bilatéral et d'élargir les perspectives de coopération dans différents secteurs au service des intérêts mutuels des deux peuples amis. Et dans l'actualité aussi, 12 pays arabes et musulmans, dont l'Algérie, sont condamnés avec la plus grande fermeté les frappes aériennes sionistes ayant ciblé la base militaire d'Abu Dour dans le nord-ouest de la Syrie, qualifiant ces attaques d'escalade d'une extrême gravité et de violation flagrante de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'unité politique de la République arabe syrienne. Cette condamnation a été exprimée dans un communiqué conjoint des ministres des Affaires étrangères de l'Algérie, de la Turquie, de l'Indonésie, de la Jordanie, du Liban, de la Malaisie, de la Mauritanie, du Pakistan, de la Palestine, du Qatar, de l'Arabie Saoudite et de la Somalie, publié ce vendredi à la suite des frappes sionistes ayant visé la base militaire syrienne. Dans le dossier iranien de ce journal, le président iranien Massoud Pezeshkian a appelé ce vendredi à mettre fin à la guerre avec les États-Unis aujourd'hui tant que l'Iran est celui en position de force. Pezeshkian a souligné lors d'une rencontre avec des médecins terrain qu'il était préférable de mettre fin à la guerre aujourd'hui alors que l'Iran se trouve en position de force et de dignité et que le monde entier connaît sa victoire. L'Iran a promis une réponse foudroyante et destructrice à toute nouvelle menace américaine. Pour plus de détails, voici un sujet signé Safwan Ben Sabri. Téhéran avertit que toute nouvelle menace des États-Unis recevrait une réponse dévastatrice. Et ce, après que Washington ait menacé d'imposer les sanctions financières les plus sévères de l'histoire, visant à renverser le gouvernement iranien. Cette déclaration iranienne intervient au lendemain de l'annonce par le secrétaire au Trésor américain Scott Bessent, annonçant que les États-Unis dévoileraient lundi les détails des nouvelles sanctions économiques.
Cet avertissement faisait également suite à la déclaration du président américain selon laquelle tout pays apportant à l'Iran quelque forme que ce soit de soutien s'exposerait à des conséquences économiques. Le chef d'état-major des forces armées de la République islamique d'Iran, le général Ali Abdullahi, a déclaré que la réponse de la République islamique serait massive et décisive. Il a ajouté que les forces iraniennes préparées sur terre, en mer et dans les airs, ainsi que dans le domaine des renseignements, répondraient aux nouvelles menaces par des mesures dites percutantes, punitives et destructrices. Parallèlement, le président du Parlement iranien, Mohammad Bakr Kalibaf, qui est également le principal négociateur iranien dans les pourparlers menés sous médiation avec les États-Unis, a déclaré que Washington semble avoir conclu qu'il ne peut pas gagner une confrontation militaire directe avec l'Iran. Et le président du Parlement iranien, Mohammad Bakr Kalibaf, a déclaré ce vendredi que son pays devait planifier afin de surmonter les sanctions injustes après que le secrétaire américain au Trésor Scott Bessent a annoncé ce qu'il a qualifié de sanctions les plus sévères jamais imposées à l'Iran, dont des déclarations faites devant des représentants du secteur des affaires iraniens-irakiens. À Bagdad, rapporté par la chaîne Telegram, Kalibaf a affirmé que le développement économique et la sécurité étaient étroitement liés. Il a accusé les États-Unis et l'entité sioniste de mener une guerre économique. Et les Nations Unies ont appelé toutes les parties impliquées dans le Golfe de reprendre les négociations, avertissant qu'une nouvelle escalade aurait des conséquences néfastes pour l'économie mondiale. Nous constatons déjà les répercussions du conflit dans le Golfe sur l'économie mondiale, n'est-ce pas? Du manque de liberté de transport dans le détroit d'Ormuz jusqu'à celui de la navigation dans le détroit de Bab el-Mandab, dans le golfe d'Aden et jusqu'à la mer Rouge. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une reprise sérieuse des négociations, car une escalade des tensions, une intensification des conflits économiques ne sera pas bonne, comme vous le dites, pour l'économie mondiale. Et le commandement central américain a annoncé que ses forces ont détourné 67 navires marchands depuis la reprise du bloc maritime contre l'Iran le 14 juillet dernier. Dans un communiqué publié ce vendredi, le commandement a ajouté que les forces américaines ont immobilisé 3 navires et mené une opération d'abordage à bord de 2 autres. Dans le dossier palestinien de ce journal, les forces d'occupation sionistes ont poursuivi à l'aube de ce vendredi leur campagne de raids et d'arrestations dans différentes régions de la Cisjordanie occupée, lesquelles ont abouti à l'arrestation de 11 citoyens palestiniens. Et des Palestiniens ont inspecté les dégâts causés aux machines d'une carrière de pierre en Cisjordanie occupée vendredi 21 août, après que des habitants ont déclaré que des colons sionistes avaient incendié l'équipement. Ici, c'est la zone B, une zone où l'agriculture est autorisée, où le travail est autorisé également, et la liberté de circulation y est garantie. Mais les colons ont tout interdit. Ils empêchent de faire paître leur bétail, de cultiver la terre et même d'y travailler. Cet endroit est une source de revenus dont dépendent de nombreux travailleurs et habitants. En Algérie, la police algérienne a procédé au démantèlement de la structure criminelle d'un réseau international organisé à la saisie de plus de 10 millions de capsules de psychotropes et de plus de 33 kg de cocaïne. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Face à l'ampleur prise par le trafic de substances illicites à travers le monde, l'Algérie a engagé une riposte structurée et durable. Un an après le lancement de la stratégie nationale de lutte contre la drogue et les psychotropes 2025-2029, le pays confirme son engagement à traiter cette problématique sous tous ses angles, dépassant le seul cadre sécuritaire.
Les résultats sur le terrain en témoignent. Plus de 10 millions de capsules de prégabaline et 33 kg de cocaïne. C'est la saisie record effectuée par le service central de lutte contre le trafic illicite de stupéfiants relevant de la sûreté nationale algérienne. Estimée à environ 1000 milliards de centimes, cette marchandise appartenait à un réseau criminel international. En interceptant cette quantité colossale de psychotropes et de drogues dures, les forces de l'ordre ont porté un coup fatal à l'architecture de cette organisation, signant ainsi la plus importante opération de l'histoire du service. Le Maroc, les Émirats arabes unis et la France étaient au cœur du réseau international démantelé par la police algérienne. Piloté depuis le Maroc par des barons en fuite recherchés par la justice, cette organisation criminelle opérant dans l'ouest de l'Algérie s'appuyait sur des relais à Dubaï pour le transfert des fonds et sur des complices établis en France. Menée dès janvier 2026 grâce à un travail approfondi de renseignement, cette enquête s'inscrit dans la continuité des offensives ciblées contre les narcotrafiquants. Après une enquête approfondie, une vaste vague de perquisitions a été lancée. Menée avec l'appui tactique du GOSP, des raids simultanés menés dans plusieurs villes ont permis de neutraliser les 25 premiers membres de ce réseau, parmi lesquels figure une femme et un ressortissant étranger. De son côté, le parquet de la République près le pôle pénal national de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée du tribunal de Sidi Mohamed a fait état d'un bilan global de 50 mises en cause dans cette affaire. Parmi ce groupe criminel structuré, incluant des ressortissants étrangers, 25 individus ont été pris en flagrant délit. Direction l'Espagne à présent où les services de sécurité espagnols ont poursuivi le démantèlement de réseaux de trafic international de drogue en provenance du Maroc. La police a ainsi réussi à démanteler un réseau criminel au terme d'une enquête ayant duré près de 6 mois. Un rapport du département de la sécurité nationale espagnole a fait état d'une intensification du trafic de hashish en provenance du Maroc, pays décrit comme demeurant la principale source de ce produit pour le marché européen. Et toujours en Espagne, des militaires espagnols de l'unité d'urgence et des pompiers continuaient de lutter jeudi 20 août contre un incendie de forêt massif qui fait rage dans la région d'Estrémadure, dans l'ouest du pays. Le feu a ravagé plus de 3700 hectares et forcé l'évacuation de plus de 700 personnes dans plusieurs villages selon les autorités régionales. Et le gouvernement espagnol a officiellement annoncé le transfert volontaire des migrants restant à Ceuta vers de nouvelles structures d'hébergement temporaire d'urgence afin d'endiguer la crise humanitaire. Et autre information de ce journal, l'Institut algérien de normalisation a participé du 18 au 20 août courant à Nairobi, la capitale kenyane, à la réunion présentielle du 17e comité technique de l'Organisation africaine de normalisation spécialisée dans les aliments pour animaux et les matières premières. Selon le communiqué de l'Institut, des progrès tangibles ont été réalisés vers l'adoption de normes et standards africains pour la chaîne de valeur de l'alimentation animale. 28 membres et experts représentant 13 pays ont pris part à cette réunion au cours de laquelle 27 normes et spécifications d'importance majeure pour la chaîne d'alimentation animale ont été examinées et révisées, notamment en ce qui concerne les aliments composés. Un mot sur la santé à présent. La République démocratique du Congo recevra 70 000 doses du vaccin qui s'est avéré efficace lors des précédentes épidémies d'Ebola. Ont annoncé jeudi 20 août l'Organisation mondiale de la santé chez ses partenaires, une mesure considérée comme un coup de pouce majeur aux efforts déployés pour contenir ce que les responsables ont décrit comme l'épidémie d'Ebola la plus rapide de l'histoire.
Et toujours dans le même contexte, l'épidémie se propage de façon exceptionnelle selon le coordinateur de l'ONU. Je vous propose justement de l'écouter. Christian Ulrich from the German news agency. In the last 3 months, 3,500 people have died. Em 1 gram hộp lên. The Ebola outbreak is growing exponentially. L'épidémie d'Ebola progresse de façon exponentielle. Ces 3 derniers mois, 2500 personnes sont décédées, dont la moitié au cours des 20 derniers jours. L'épidémie s'étend sur une zone plus vaste que la France et progresse plus rapidement et plus largement que la riposte contre Ebola. Tout cela se produit dans une région ravagée par 3 décennies de conflits, engendrant d'immenses besoins humanitaires. Pourquoi est-il si difficile de réagir ? Eh bien, les conditions de travail sont épouvantables. 160 soignants ont contracté Ebola et 43 d'entre eux sont décédés. Et puis, lorsque nous intervenons, outre la menace du virus, les soignants et les travailleurs de première ligne sont agressés par des jeunes, des ambulances sont incendiées et caillassées, et les établissements de santé sont pris pour cible. Nous ne parvenons pas à réunir les fonds nécessaires pour rémunérer les travailleurs, ce qui engendre un profond mécontentement parmi les équipes de première ligne. Et autre actualité de ce journal, le ministère russe de la Défense a annoncé ce jeudi que ses forces ont pris le contrôle de 2 nouvelles localités dans la région de Donetsk. Le ministère a indiqué dans un communiqué jeudi que les troupes du groupe 10 Sud ont pris le contrôle de la localité de Nikolai Pol, tandis que les forces du groupe Centre se sont emparées de la localité de Matiachevov. Le communiqué a ajouté que cela s'est accompli à la suite d'opérations d'attaque intensive. Et le parquet allemand a annoncé mercredi 19 août qu'un deuxième suspect ukrainien qu'il accusait d'être impliqué dans les explosions du gazoduc Nord Stream en 2022 a été arrêté en Croatie et sera extradé vers l'Allemagne. Le premier suspect dans cette affaire, l'ancien officier de l'armée ukrainienne Serhiy Seka, a été inculpé en juillet par le parquet pour avoir orchestré les attentats en agissant pour le compte d'entités étatiques ukrainiennes. Direction ce soir l'Italie avant de clôturer ce journal, une soirée historique sous les projecteurs de Tarente. Et ces images nous parviennent du stade Esarmov-Lakovo qui s'illumine pour relancer la 20e édition des Jeux méditerranéens. Ici à Tarente, le spectacle s'ouvre sur une fresque artistique grandiose célébrant l'identité de la ville des deux mers et son héritage antique de la Grande Grèce rythmé par les sonorités chaleureuses. Comme le montrent ces images, la cérémonie d'ouverture des Jeux méditerranéens se poursuit. Et il me rejoint sur ce plateau Ali Saif. Ali Saidi Saif, ancien athlète de demi-fond et de fond médaillé d'argent sur 5000 mètres aux Jeux olympiques de Sydney en l'an 2000. Ali Saif, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ces belles images de la magnifique ville de Tarente ouvrent une page historique pour le sport méditerranéen, n'est-ce pas ? D'abord, merci pour m'avoir invité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est très gentil. Pour ces Jeux méditerranéens, donc ils vont, donc c'est en état. Je sais pas la question. Donc en voyant ces images de Tarente et la ferveur du stade, quel souvenir cela rappelle-t-il à l'athlète que vous êtes ?
Moi, je me rappelle, j'étais jeune, en 97, j'avais 19 ans, j'ai participé pour la première fois aux Jeux méditerranéens. C'était à Bari. En Italie aussi, c'était pour un jeune athlète que j'étais, c'était extraordinaire. C'est une très très belle expérience pour moi et le fait que j'ai participé c'est dans ces jeux, donc ça m'a encouragé, ça m'a donné beaucoup de motivation pour la suite. Vous savez, quand on est jeune, je me suis à l'époque, en arrivant en arrivant à l'aéroport de Bari, donc voir sur place les délégations, tous les sportifs, c'est-à-dire les délégations qui participent. En arrivant aussi dans la ville de Bari, en voyant aussi les drapeaux, les panneaux, tout ça, donc l'organisation, c'est quelque chose voilà, pour un sportif. Justement, que représente le moment de la cérémonie d'ouverture pour un sportif? La cérémonie d'ouverture, c'est une fête. C'est une fête. Donc, généralement, les athlètes, ils sont contents, surtout quand on est jeune, surtout quand on participe pour la première fois. Donc, c'est bien, vraiment, c'est un moment les athlètes, normalement, ils prennent beaucoup de plaisir à être là. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, vous savez, dans le stade, il y a beaucoup de spectacles, donc il y a tous les athlètes c'est-à-dire que les athlètes des autres nations, donc sur place, il y a les basketteurs, il y a les handballeurs, donc quand on voit les basketteurs, tout ça, les Turcs, les Italiens, tout ça, avec c'est-à-dire la morphologie qu'ils ont, donc c'est impressionnant. Et justement, je vous propose de suivre ces images qui nous parviennent en direct de Tarente. هذا إذا النشيد الوطني الإيطالي الذي أداه الشاب سيموني جراندي الفائز. Justement, les Jeux méditerranéens fêtent leur 20e édition avec l'instauration de nouvelles disciplines comme le padel. Quel regard portez-vous sur cette modernisation de l'événement? C'est toujours bien quand il y a des sports comme ça qui arrivent. Ça permet justement aux organisateurs d'attirer un nouveau public. C'est donner aussi la chance à ces sports qui arrivent. Donc c'est toujours bien pour les sportifs. Justement, quel est le niveau technique attendu cette année sur les pistes et dans les bassins face aux meilleures nations du bassin méditerranéen? Je pense que cette année, le niveau il va être vraiment très relevé. Le timing c'est-à-dire les dates où ils vont se dérouler ces jeux. Donc on est à la fin de saison. Donc les grands championnats en Europe, tout ça, et donc ils sont déjà. Donc les Européens, tout ça, ils ont déjà fait leur championnat, tout ça, comme par exemple l'athlétisme, la natation, tout ça. Donc les athlètes, ces dates-là, donc arrangent beaucoup les athlètes. Donc les meilleurs sportifs, soit les nageurs, les boxeurs, les athlètes de l'athlétisme, donc ils vont tous être là. Donc on peut même avoir des records, tout ça, des records des Jeux méditerranéens, même, pourquoi pas des records d'Europe. Justement, c'est ce qui m'amène à vous poser cette question. L'Algérie aborde ces Jeux après une édition et participation historique à Oran. Quelles sont, selon vous, nos meilleures chances de médailles cette année? Je pense qu'il va y avoir des médailles en athlétisme avec Sejati. Pourquoi pas Triki, donc même la lanceuse de marteau aussi, peut-être qu'on peut avoir gagner minimum 3 en athlétisme. Pourquoi pas aussi en natation, malgré que la tâche ne va pas être facile. On va avoir des médailles, je ne sais pas les fédérations, qu'est-ce qu'ils ont pronostiqué, mais c'est sûr qu'on va avoir, je pense, moins qu'au rang. Mais on va voir des médailles quand même.
Ali Saidi Saif, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. Et voilà, on arrive à la fin de ce journal. Excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt.